Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 19 octobre. Très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, le musée romain est à l'honneur grâce aux yeux du nouveau conservateur Jordan Anastassov. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez pris vos fonctions au 1er septembre. On reviendra sur votre parcours, aussi sur les ambitions que vous avez pour le musée. Et puis, on le découvrira grâce à toi, Alexandre, sur le terrain, toujours téléphone à la main. Salut Alexandre. Salut Andrea. Effectivement, je suis devant ce musée et puis je vais me faire guider à l'intérieur et je vais rencontrer les auxiliaires d'accueil pour savoir aussi quel est leur rapport à elles, à ce musée romain que l'on va découvrir ensemble. Plein d'activités aussi à découvrir pour le musée. Et puis, on commence avec vous, Jordan. Vous avez pris vos fonctions le 1er septembre. Comment s'est passée cette rentrée ? Alors, très bien. Je suis très heureux d'être au musée romain. Pour moi, ça a été un changement rapide. Je suis passé de l'archéologie cantonale, où je travaille encore le 31 août, et j'ai enchaîné directement le 1er septembre au musée. Donc 1 mois et demi qui se sont écoulés avec beaucoup d'intensité et de curiosité aussi de découverte. Donc j'ai découvert l'équipe, j'ai découvert le musée, le son des collections. Et voilà, je suis très heureux d'être là. Alors je sais que vous aviez déjà fait des fouilles à Nyon, donc vous connaissez bien la ville de par votre parcours. Mais qu'est-ce qui vous a peut-être marqué là justement en revenant à ce musée, en revenant pour cette première fois en tant que conservateur? Alors c'est vrai que c'est un musée quand on fait des études, et ça a été mon cas à l'université de Lausanne, en archéologie gallo-romaine, le musée de Nyon, et Nyon comme ville romaine était au centre de notre formation. Et j'ai eu l'occasion de fouiller à 2 reprises avec l'entreprise chargée des fouilles archéodonome. Et donc en quelque sorte je connais Nyon dans son sous-sol. Et là, c'était l'occasion de faire le lien entre ce qui est au sous-sol et ce qui en sort, ce qui en est sorti à la suite des activités de mes collègues archéologues. Et quand on est dans un musée, c'est un musée de site, on a des murs, on va le voir avec votre collègue, on a des murs, et puis on a des objets exceptionnels qui sont sortis de ces fouilles, qui sont relativement récentes par rapport finalement à l'importance du site. Et donc c'est toutes ces découvertes-là que j'ai déjà initiées et puis que je vais poursuivre. Je suis heureux de me projeter dans les 20 prochaines années. Ouais, 20 prochaines années, donc vous voulez pratiquement faire autant que Véronique Révaudot, qui a quitté après 29 ans de carrière, donc vous vous lancez pour une longue carrière. Voilà, alors malheureusement je n'y arriverai pas compte tenu de mon âge, mais peut-être que les conditions de travail changeront et puis on sera obligé de travailler plus tard, donc on verra peut-être d'ici 30 ans. Malheureusement ou pas, parce que c'est vrai que pour vous c'est une passion, hein. Vous y arrivez très jeune. C'était notamment votre grand-père qui vous a initié à l'archéologie. Alors c'était mon grand-père qui m'a plutôt ouvert la curiosité de l'archéologie, pas tant à l'archéologie à proprement parler, mais qui m'a ouvert la curiosité à ce qu'il pouvait y avoir dans le sous-sol. Effectivement, donc c'était une passion d'enfant qui est devenue un métier, et un métier passionnant. Ouais, à l'époque, vous vous disiez justement que ça allait devenir votre métier ou pas du tout ? Non. C'est une des raisons d'ailleurs qui a fait que je n'ai pas tout de suite commencé avec l'archéologie. J'ai dû passer par une année d'hésitation dans une filière tout à fait intéressante mais qui ne me passionnait pas. Et puis finalement, quand on fait le pas, on ne regrette pas. Ouais, quelle image vous aviez justement de ce métier? Parce que c'est vrai que vous venez de Bulgarie, on sait que c'est une terre qui est riche de par son patrimoine, de par sa culture. J'imagine que votre imaginaire a aussi navigué autour de tous ces contes que vous racontez votre grand-père, mais quelle image vous aviez de ce métier-là? C'est un métier qui est fascinant parce que c'est vrai que quand on est enfant, mais pas seulement, on voit des choses et on nous dit que ces choses correspondent à des histoires, à des monuments avec des fonctions particulières. On arrive à donner des dates et tout ça on fascine parce qu'on ne comprend pas forcément comment on arrive à dater des bouts de tuiles ou des bouts de cailloux qu'on voit comme ça sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a un aspect un peu magique aussi de ce métier. Et c'est quand on commence à faire des études qu'on comprend la mise en place des méthodes, la mise en place toute la démonstration de la fonction des lieux, de leur datation, leur insertion dans un contexte historique bien plus précis. Mais c'est un métier. Donc il y a un décalage entre le mystère lié au fait qu'on ne comprend rien et puis le moment où on commence à avoir les outils et à constituer l'histoire, c'est quelque chose d'assez magnifique qui se met en place. Ouais. Qu'est-ce qui vous stimule? C'est la partie peut-être de la recherche ou ce travail après qui fait qu'on comprenne d'où vient tel ou tel objet? Alors pour moi la recherche c'est tout ça. C'est-à-dire que là il y a la recherche du terrain, l'objet qu'on va découvrir sur le terrain, et puis après l'objet qu'on va essayer de comprendre avec les données de terrain, et puis après il y a l'objet qu'on va essayer de faire parler dans les musées, dans les publications, à différents niveaux,
avec des objectifs qui peuvent viser des publics différents. Ça peut être un public de jeunes, d'enfants ou au contraire de spécialistes. Et chaque fois, on doit s'adapter, trouver des nouvelles façons de aussi transmettre le message. Alors aujourd'hui, vous êtes aussi enseignant notamment à l'université de Neuchâtel, à côté de votre métier de conservateur, mais une journée plutôt type, ou plutôt une semaine type, la vôtre, ça serait laquelle ? Alors, elle commence avec un réveil 6h45 avec les enfants qu'il faut préparer pour l'école, les accompagner, en tout cas les préparer pour leur départ. Ensuite, arriver au musée à 8h45 et puis une journée qui s'écoule avec une demi-heure de pause à midi environ. Une demi-heure de pause à midi, oui, donc c'est des journées chargées. Mais on va dire que c'est le début. Et puis j'enchaîne généralement le soir avec une préparation des cours. J'espère que ce rythme va se calmer un petit peu. Bon, c'est vrai que là, pour l'instant, vous êtes un peu dans un stade aussi d'observation, prendre vos marques dans ce musée. On découvrira aussi plus tard, je l'ai dit, vos ambitions. Mais pour revenir un petit peu à votre parcours, la Bulgarie, votre terre natale, je sais que vous y retournez souvent. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté de frustration de vous dire, ben voilà, je viens de ce pays-là, il est riche, il y a beaucoup de choses à explorer, et finalement, à Nyon, est-ce qu'on y trouve son plaisir ? Alors Nyon, c'est aussi extrêmement riche, donc ça, et il faut venir au musée justement pour s'en rendre compte. On est vraiment au centre de la première colonie romaine sur le territoire suisse. Il y a énormément de monuments, énormément de vestiges. Le musée déborde de vestiges, on n'a plus la place pour récolter tout ce qui sort du sous-sol de Nyon. Donc non, Nyon c'est passionnant. L'archéologie de la Suisse, elle est passionnante. Après, effectivement, j'ai mené des projets en Bulgarie qui sont passionnants, qui ont été passionnants et qui le resteront toujours. Maintenant, à moi de trouver l'équilibre et puis faire en sorte. Mais frustration, non, je ne crois pas. Ouais, donc trouver cet équilibre, justement, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on accorde du temps justement à pouvoir partir à l'étranger, peut-être faire une passerelle entre Nyon et la Bulgarie ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faudra que ça soit fait dans le cadre de mon temps libre. Donc, et comme je n'en ai pas tellement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet que j'ai le plaisir encore de diriger ou de co-diriger le sera par d'autres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est pouvoir transmettre aussi une suite, transmettre ce qu'on a mis en place à d'autres. Et il y a toute une nouvelle génération de jeunes archéologues qui m'ont accompagné au début et qui pourront, je pense, à terme reprendre le dossier en main. Ouais, alors votre spécialité, c'est l'âge de fer européen. Du coup, forcément, j'ai envie de vous poser la question. Le musée romain, est-ce que vous y trouvez votre compte ? Comment est-ce que vous faites pour vous y adapter aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut suivre de nouvelles formations pour être aussi à la page ? Comment ça se passe pour vous ? Alors oui, effectivement, j'ai fait une thèse de doctorat sur l'âge du fer. Après, je suis archéologue et avant toute chose, j'ai eu ma formation à Lausanne en archéologie gallo-romaine. Donc le romain, c'est quelque chose que j'estime connaître relativement bien, même très très bien. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur. Là, je pense que quand on est conservateur du musée, on a la mission principale, c'est de transmettre, de conserver, de transmettre ce qu'il y a déjà, ce qui est dans les murs du musée. Et donc ça, c'est un autre métier, j'ai envie de dire, qui correspond pas tant au monde de la recherche, qui se développe dans les universités, mais plutôt au monde des musées. Ouais. Et ça, c'est encore un autre métier, effectivement, qu'il faudrait que j'apprenne et que je fasse encore mes preuves. Ouais, mettre en avant le musée, ça passe par la transmission, c'est ce que vous dites. On va faire la passerelle tout de suite avec toi, Alexandre, puisque toi, tu es sur place. Est-ce qu'on peut le voir, ce musée ? Oui, ben voilà. Alors je suis dehors, je suis devant. Alors rentrons, Andrea, j'ai envie de te dire. Je pénètre donc dans ce musée romain et je retrouve Sandra qui est là. Bonjour Sandra. Et puis Mila qui est avec nous ici et qui va nous faire la visite de ce musée. Ben alors Mila, on y va. Alors c'est parti. Regarde. On t'emmène, Andrea, on pénètre dans ce musée romain ici à Nyon, donc juste à côté de la place du château. Alors, Mila, on arrive dans cette grande salle. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve déjà dans ce musée romain ? J'ai envie de vous demander. Alors, premièrement, c'est un musée de site. Donc, les murs que vous voyez autour de vous sont les murs romains qui datent d'il y a environ 2000 ans. Donc, on est vraiment dans les fondations de la basilique, qui est le monument, l'édifice le plus important, finalement, un des plus importants de la colonie romaine de Nyon. Alors, on le rappelle quand même, ce musée qui a plus de 40 ans maintenant, 42 ans exactement. Donc, alors, on trouve voilà, des amphores, des pièces. On trouve des pierres également, donc il y a un petit peu de tout. Allez-y, continuez, on visite un petit peu en images. Andrea, ici, quelle est la vocation de ce musée romain ? Alors, premièrement, rappelons un petit peu. D'accord. C'est un musée archéologique.
régional, c'est-à-dire que les vestiges qui sont ici proviennent de Nyon et du district de Nyon. Donc, on a vraiment affaire à des objets qui sont de la région et surtout des objets du quotidien. Ça peut être de la vaisselle, ça peut être des sculptures, ça peut être des monnaies, ça peut être aussi des objets simplement, des urnes funéraires. Donc, on a un peu tous les domaines de la vie du quotidien, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau alimentaire, etc. Alors, montrez-nous un petit peu les différents objets. Donc là, on a vu effectivement des amphores, on voit des vases, on voit de la vaisselle. Est-ce qu'on te perd, Alexandre? C'est ça, tu es trop dans ta grotte du musée. Est-ce que tu nous entends? Vous êtes là? Ben oui, alors, je vous entends absolument. On t'a récupéré, voilà. La connexion passe mal. Est-ce que ça passe mieux maintenant? C'est ça? Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends mieux? Oui, tout va bien, on est avec toi. Super. Eh bien, moi, je suis toujours avec Mila, effectivement. Donc, on était en train de vous parler de la vaisselle, on était en train de vous parler des vases. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre ici, au fur et à mesure qu'on se promène dans ce musée? Alors, on peut trouver, eh bien, par exemple, ici, un objet tout à fait particulier. C'est en fait des boîtes à sceaux. C'est-à-dire que pour sceller des documents, par exemple des tablettes en bois, dans lesquelles on avait une fine couche de cire et on pouvait écrire en fait justement quelque chose justement à l'aide d'un petit stylet. Eh bien, on pouvait sceller la tablette avec un seau en cire qui devait être protégé dans une petite boîte à seau en bronze. Quel est l'intérêt finalement de ce musée romain pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Mila, ce musée romain? Eh bien, déjà, c'est un contact direct avec le matériel. Donc, c'est dans la suite de mes études en archéologie à l'Université de Genève. Et ça permet vraiment de pouvoir travailler avec des objets du quotidien, à présenter surtout ce qu'on a appris au public, que ce soit avec des enfants, à travers des ateliers ou par exemple des visites guidées sur différentes thématiques qui touchent des publics plus variés, plus larges. Pour savoir comment vivaient les Nyonnaises et les Nyonnais à l'époque romaine, c'est ça? Oui, en quelque sorte, c'est ce qu'on essaie de savoir. Très bien. Et vous, Mila, dites-nous, alors ici, bon, on trouve d'autres choses, on trouve des représentations aussi avec des figurines dans le contexte. S'il y a un objet ici à retenir qui vous tient particulièrement à cœur, c'est quoi? Ah bah voilà, transition toute faite, on y arrive en fait, on s'y est dirigé. Alors, expliquez-nous. Je vais ouvrir la vitrine. Donc, on a ici une vitrine spéciale qu'on ouvre pour les ateliers. Et il s'agit d'une vitrine avec que des ossements animaux. Et je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on... On ouvre la vitrine, rien que pour nous, rien que pour NRTV, si c'est pas bon, Andrea, avec des ossements de... Alors, on a des ossements, en fait, d'animaux d'élevage. Les Romains consomment principalement des animaux domestiqués. En fait, qui sont issus normalement plutôt de sacrifices pour des divinités. Et on a donc ici, par exemple, un bel os de bœuf. On peut avoir aussi ici une scapula, c'est-à-dire l'omoplate. Une deuxième ici, ou par exemple, des mandibules, c'est-à-dire des mâchoires inférieures. On peut avoir du porc. Pourquoi ça vous tient à cœur, les ossements? Très bien, parce que j'ai étudié ça à l'université, que c'est vraiment la spécialité qui m'intéresse. Et surtout que les ossements qu'on a ici, ce sont des ossements de bœuf. Si je prends celui-ci, et ce qui est intéressant, c'est qu'il provient du maquillum. Et le maquillum, c'est en fait comment on appelle ça, le marché couvert qui est assez rare en fait dans nos régions, même en Suisse. C'est probablement un des seuls. Et on a retrouvé une quantité de ces ossements. Et grâce en fait à l'étude des archéozoologues qui en fait sont les spécialistes de l'étude des ossements animaux et la relation entre l'homme et l'animal. On a retrouvé ça à Nyon. On a retrouvé ça à Nyon. Eh bien, ils ont pu voir qu'on avait affaire dans ce maquillum à une boutique avec un boucher qui vendait que de la viande de bœuf, mais que des bouts de viande. Donc, on n'abattait pas l'animal là, mais vraiment on vendait, etc. Donc, en fait, c'est des informations qui sont intéressantes, d'autant que le maquillum à l'époque, se trouvait sur l'actuelle place du marché. Et ben voilà, et si vous voulez en savoir plus, il faut venir au musée romain effectivement pour découvrir tout ça. Andrea, puisque tu es en compagnie du conservateur du musée, j'ai envie de te demander, ou plutôt de lui demander, quelle est sa pièce préférée pour qu'on y aille justement, qu'on aille la voir.
Alors, je vais vous donner une réponse qui peut-être ne va pas vous satisfaire. Déjà, je ne vais pas vous donner une pièce, mais plutôt des dispositifs. Et je vais vous renvoyer auprès des dispositifs numériques qui ont été mis en place dernièrement. Alors, c'est à Mila de choisir lequel, dans la mesure où... Nous en cœur. Donc, on a ici un nouveau dispositif qui est une sorte de mapping. En fait, il met... C'est ici, Jordan, c'est ça, par exemple? Est-ce que je filme juste? Voilà, alors c'est notamment ici, et puis il y a 2 ou 3 autres endroits qu'on peut découvrir dans le musée, peut-être ne pas tout dévoiler maintenant. Oui, on va garder un peu de suspense. Il me fait à moi ma transition, il me permet de récupérer le chrono et qu'on revienne un petit peu dans la réalité, Alexandre, parce que Jordan, ça c'est vrai que c'était une des ambitions pour le 40e anniversaire du musée. On te retrouve tout à l'heure, Alexandre, pour les activités, les vacances à la romaine. C'est vrai que ça faisait partie des transitions normalement, par rapport aux 40 ans du musée romain. Ça fait partie aussi de vos ambitions de rendre ce musée-là un peu plus vivant. C'est cette transition aussi qui fait partie tout naturellement avec le numérique. Mais ça, on y revient, c'est dans le futur. Oui. Pour l'instant, on s'intéresse à l'actualité et à Prangin notamment, où le taux d'imposition fait débat. Lors du dernier conseil communal, les élus ont quitté la salle sans s'être prononcés sur l'augmentation de 4 points, de 55 à 59 pour 100 points d'impôts cantonaux préconisés par la municipalité. Après des débats animés, le parti de l'Alliance libérale de Prangin a renvoyé le vote et la proposition a été validée par un tiers des participants. L'exécutif s'est réuni lundi pour se mettre d'accord sur la stratégie à suivre. Nous avons donné la parole au municipal en charge des finances, Jean de Wolf. Une demande de délai à la préfecture, enfin au canton à travers la préfecture, a été faite, décidée hier en municipalité et elle est en cours. Et nous avons de très bons espoirs d'obtenir un petit délai qui nous permettra, le cas échéant, de revenir sur le sujet dans un prochain conseil communal, si le conseil communal se réunit. C'est le conseil communal qui décidera à travers sa présidente d'organiser une telle séance. C'est effectivement une séance extraordinaire qui n'est pas prévue à ce stade. On parle de 280 francs d'augmentation par an et par habitant, donc des impôts. Est-ce que ça veut dire, le fait qu'il y ait eu toutes ces discussions un peu houleuses lors du dernier conseil communal, que la municipalité a du mal à convaincre sur cette demande de hausse d'impôts ? Alors je pense que toutes les municipalités ont de la peine à convaincre. Comme je l'ai dit, les citoyens ont évidemment certaines attentes. Et quand on vient un petit peu bousculer l'équilibre, ce qui est le cas, il ne faut pas le nier, il est clair que les citoyens ont besoin d'explications. Il est clair que les citoyens ont besoin de temps aussi pour accepter une telle décision. Et nous le comprenons parfaitement. Et nous savons pertinemment que c'est un exercice très difficile. Vous demandez cette hausse d'imposition pour pouvoir débloquer un budget équivalent à 15 millions de francs pour pouvoir réaliser votre programme de législature qui a été donné au conseil communal. Quel est ce programme dans les détails qui va être proposé? Alors, l'augmentation d'impôts, elle servait à 2 choses. Elle servait d'abord à rétablir des finances qui avaient été, les 2 dernières années principalement, mais on l'a déjà vu dans la décennie passée, passablement mises à mal. Donc nous partions, si on prenait l'exemple d'une course, on partirait avant la ligne de départ. On devrait d'abord atteindre la ligne de départ, c'est-à-dire remonter les finances qui ont été déficitaires les 2 dernières années. Donc une partie de cette augmentation d'impôts sert à ça. L'autre partie, une partie plus petite, sert effectivement à financer une liste de projets qui sont les projets que les partis politiques avaient inscrits dans leurs différents programmes et que la municipalité, qui représente les partis politiques, a inscrit dans son programme de législature. Alors, clairement, cette liste n'est pas une surprise pour la plupart des gens. Les gens s'attendent à ce qu'il y a dedans, la passerelle, la crèche, l'EMS, etc. Tout ceci ne sont pas des projets nouveaux que nous avons décidé de notre chef d'inscrire dans ce programme. Et manifestement, le Conseil sollicite plus de détails et il les obtiendra à travers le préavis sur le budget qui va être déposé d'ici la fin du mois sur leur bureau. Si cette hausse d'imposition n'est pas acceptée, qu'est-ce que ça veut dire pour la municipalité et pour ce programme de législature? Alors, si elle n'est pas acceptée, d'abord, elle n'est pas acceptée pour une année. Donc, une hypothèse, ça serait de revenir l'année prochaine avec une nouvelle demande. L'autre hypothèse, c'est évidemment de revoir de fond en comble les plans qui ont été faits, c'est-à-dire de revoir ce programme d'investissement essentiellement et de regarder qu'est-ce qui est finançable ou pas. Les 15 millions représentent à peu près sur la législature l'équivalent d'1 point
impôt. Si par exemple on décide de supprimer la moitié de ce plan d'investissement, on n'obtient qu'un demi-point d'impôt d'économie. Donc il y a relativement peu de marge de manœuvre dans la réduction du plan d'investissement parce que les conseillers qui doivent le décider, ce sont eux qui se sont engagés vis-à-vis de la population dans la campagne électorale à défendre ces projets. Un an après les 10 ans du club, le FC Prangin présente une nouvelle équipe féminine de -12. On en parle avec vous, Marilyn Beauvais. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, l'équipe jouait pour la première fois ce week-end. Elles ont gagné 4-3 contre US Terre Sainte. On peut dire que c'est un joli début. C'est un excellent début, effectivement. On est très contents. Ouais, alors, on va revenir notamment sur ce match, mais en parlant de l'avenir, quels sont aujourd'hui les objectifs de cette équipe féminine ? Déjà d'offrir une possibilité aux filles de moins de 12 ans de pouvoir jouer au sein d'une équipe, de ne pas forcément les disperser dans les équipes de garçons, mais que vraiment elles puissent avoir cette équipe, cette unité entre elles, et puis qu'elles puissent aller faire des matchs contre d'autres clubs qui ont aussi des équipes de stagiaires. Ce qui ne leur était pas proposé jusqu'à présent. Ouais, vous nous disiez justement lorsque vous étiez venu pour les 10 ans du club que l'important c'était aussi d'avoir aujourd'hui ces équipes 100% féminines, pas seulement mixtes. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de filles qui veulent participer et faire du foot tout simplement ? Oui, effectivement. Nous, on est passé de 2 équipes à 4 équipes. Donc on voit qu'effectivement les filles veulent faire du foot et veulent participer. Et elles veulent rester dans un monde quand même féminin. Et puis pouvoir discuter, ça reste du foot, mais elles veulent pouvoir discuter avec les copines. Et ce n'est pas forcément des discussions qu'elles peuvent avoir quand elles sont dispersées dans les équipes de garçons. Donc c'est important si on peut répondre à leurs besoins et à cette demande qu'elles émettent. Oui, alors on sait que l'un des objectifs, c'est aussi de pouvoir garder ces filles, parce que très souvent, quand elles arrivent environ, peut-être même à l'âge de l'adolescence, là, ça s'effrite un peu, alors que notamment chez les garçons, on ne sait pas pourquoi, c'est là où on y va à fond. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça dit que peut-être les structures ne sont pas encore assez adaptées pour accompagner les filles ? Malheureusement, on a encore un manque d'équipes, et puis il y a des tranches d'âge où on leur demande trop vite d'aller jouer chez les adultes, et puis on se rend compte qu'elles n'arrivent pas. Il leur manque encore un petit peu de maturité. Et donc, si on arrive avec toutes ces filles qui arrivent à faire des équipes entre deux, avec des catégories entre deux, c'est là où on va les garder en mettant en place ces structures, en mettant des gens compétents, des entraîneurs compétents à la tête de ces structures, et puis on va les garder comme ça, simplement en leur mettant en place ce dont elles ont besoin. Est-ce que c'est pas finalement une mauvaise stratégie régionale, j'ai envie de dire, parce qu'on pourrait finalement mettre toutes ces filles ensemble pour en faire une vraie équipe professionnelle ? C'est vrai. J'espère que dans l'avenir, on arrivera à collaborer tous ensemble et puis à être une région formatrice et puis se dire, OK, on emmène une équipe jusqu'en haut. Pour l'instant, on essaie chacun à notre niveau de mettre des petites choses en place. Et puis je pense que c'est pas mauvais. Mais à l'avenir, je pense que c'est mieux si on arrive à collaborer tous ensemble, effectivement. Alors, prochain match pour l'équipe des -12, ça serait lequel ? Qu'est-ce qu'on peut déjà mettre dans le calendrier ? J'imagine qu'elles doivent avoir un match la semaine prochaine. C'est à peu près tous les week-ends. Et ce qu'ils ont fait aussi cette année, c'est qu'ils ont mis des tournois. Donc ça permet de voir d'autres équipes qui viennent un petit peu plus loin, de la région de Aigle ou comme ça. Donc voilà, c'est cool de pouvoir voir toutes ces filles ensemble. Ouais. Alors vous entraînez notamment l'équipe des -15. Là aussi, la saison a repris. Prochain match pour vous, qu'est-ce qu'on peut noter ? Où est-ce qu'on peut mercredi 27 octobre, c'est pour nous. C'est notre dernier match. Le championnat, il arrive déjà au bout. Donc voilà, c'est notre dernier match. Et puis après, ça reprend au printemps. Une petite pause hivernale. À suivre donc l'équipe du FC Prangin. Marilyn Beauvais, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jordan Anastasov, le foot, ça vous parle ? Alors, je sais ce que c'est. Et je félicite cette initiative d'encourager les équipes féminines. Il n'y a aucune raison que les filles ne jouent pas au foot. Ouais, alors on sait ce que c'est, on a compris que le foot, ça ne vous passionne pas vraiment. Allez, disons-le franchement. Mais votre passion à vous, c'est plutôt la musique. Vous jouez dans un groupe de musique d'ailleurs. Je joue de la musique, mais j'ai d'autres passions aussi. Ça serait lesquelles ? Je ne vais pas toutes les dévoiler, mais la pêche notamment aussi, le dessin. Oui, parce que c'est vrai qu'on a ce vieux mythe de l'archéologue qui est toujours concentré dans ses fouilles, qui n'a pas le temps pour faire autre chose. Vous le cassez un petit peu. Alors ça dépend, on prend sur les heures de sommeil. Très bien. Bon, on n'en saura pas plus. Pêche, musique, mais ça reste timide. On va peut-être en savoir plus en retournant justement au musée avec toi, Alexandre. Est-ce que tu es du côté du numérique.
Alors, j'allais dire à Jordan que, eh bien, on va parler des animations et des ateliers pour enfants, les vacances à la romaine, qui ont lieu la semaine prochaine du 26 au 29 octobre, s'il aime le dessin. Mais lui, il est un petit peu trop âgé, malheureusement. Par contre, les jeunes filles de moins de 12 ans de l'équipe féminine du FC Prangin, elles pourront assister à ces ateliers qui se déroulent donc ici. On est toujours dans le musée. Les enfants viennent ici pour bricoler, pour dessiner et pour reconstituer aussi des pièces. Alors Mila, on va se mettre ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on voit plein de pièces différentes, donc de la poterie aussi. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les enfants lors de ces ateliers ici au musée romain? Alors ici, ce sont des ateliers qui durent 2 heures et dans ce cadre-là, ils peuvent comprendre comment les Romains faisaient certains types d'objets. Donc on a la mosaïque, on peut avoir la céramique ou même des jeux ou des petits ex-voto. Et ensuite, ils peuvent voir des objets d'oignons, des objets romains d'oignons, et ensuite repartir avec une réalisation personnelle, comme par exemple aujourd'hui, on a eu un atelier sur les jeux et ils sont repartis avec un jeu de la marelle et qu'ils peuvent ensuite jouer partout où ils veulent. Voilà. Ici, donc, ont lieu les ateliers. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Mila, c'est donc la semaine prochaine. Hein. Tout à fait. Vous pouvez vous inscrire normalement en ligne sur le site du musée romain. Et c'est donc du mardi à vendredi, de 14 à 16 heures. Et ben voilà. Merci beaucoup, Mila, pour cette visite. Merci beaucoup. Voilà, Andrea, le rendez-vous est pris. Et puis moi, je vais continuer ma petite visite du musée romain parce qu'il y a plein de choses à voir ici. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt. Merci Alexandre pour cette visite. Jordan, le dessin, ça fait partie des passions ou pas? Le dessin, j'essaye encore. Oui, tout à fait, exactement. C'est même un outil fondamental quand on est archéologue, mais au-delà de ça, le dessin permet de voyager. On peut expliquer beaucoup de choses avec le dessin, bien plus facilement. Peut-être du côté de la maman aussi, qui est architecte. Alors de ma maman certainement, qui m'a initié au dessin et puis m'a inspiré dans cette voie-là. Ouais, alors on va revenir pour vos ambitions pour ce musée. C'est vrai qu'on a vu tout à l'heure, c'est Mila qui ouvrait... et on pouvait avoir accès à ces objets, mais vous me disiez que ça, c'est pas de maintenant, qu'il y avait déjà une volonté aussi du côté de votre prédécesseur. Et je vous ai posé la question très naïvement, mais est-ce que les pierres du musée, on peut les toucher? Parce que c'est aussi votre ambition aujourd'hui de rendre ce musée-là vivant et plus accessible, on peut le dire. Oui, alors ça va dépendre des pierres. Effectivement, il y a des pierres qu'on pourra certainement toucher, d'autres pas. Donc ça va dépendre aussi, on a une obligation de conservation, de préservation de ce patrimoine. Donc là, ça va dépendre vraiment de l'état de conservation et qu'est-ce que toucher implique, est-ce qu'il y a une destruction potentielle ou pas. Mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement, toucher, manipuler est fondamental aujourd'hui. Découvrir un musée, c'est aussi le découvrir à travers, pas seulement les yeux, mais aussi en touchant, en expérimentant. Et pour ça, peut-être qu'on pourra toucher certains objets, peut-être qu'on va mettre en place des dispositifs de médiation aussi qui vont impliquer la manipulation. Et ça, c'est tout le travail qu'on va commencer, qu'on va poursuivre, parce que ma prédécesseur, Véronique Revaudot, a déjà commencé ce travail-là. Mais ça passe par quoi? Parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des 40 ans du musée, cette numérisation aussi, le fait qu'on puisse avoir accès à tous ces objets-là, peut-être les manipuler, mais rendre un musée plus vivant, selon vous, ça passe par quoi? Alors déjà, faire en sorte qu'il y ait des gens dedans. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement un lieu de visite et puis de contemplation, mais un lieu de vie et de travail. Donc l'archéologie, c'est pas seulement trouver des beaux objets et puis les exposer dans un musée, c'est aussi faire tout ce travail-là de compréhension. Enfin voilà, on doit faire parler les objets. Et puis pourquoi pas amener des universités, des équipes d'étudiants et d'étudiantes au sein du musée. Et puis peut-être que ça n'a pas été dit, mais effectivement le musée est un petit peu à l'étroit aujourd'hui. Et il y a un projet d'extension d'ailleurs. Il y a un projet d'extension, j'espère qu'il pourra se réaliser parce qu'effectivement on manque de place. Alors, la place pour les objets d'exposition permanente, c'est sûr, mais il nous manque la place pour l'exposition temporaire, pour justement l'accueil du public dans un espace de médiation adapté. Et puis un accueil en fait qui est aujourd'hui extrêmement étroit. Et ça, votre collègue l'a très bien. Ouais. Alors on sait qu'il y a aussi plein d'objets qui dorment un petit peu dans le dépôt des musées, plein d'objets qui ne sont pas montrés au public. Et puis il y a aussi l'épineuse question de l'amphithéâtre. Vous n'en avez pas du tout parlé, mais j'imagine que là pour vous, ça serait aussi un rêve finalement que cet espace-là soit rendu au public. Alors c'est un devoir aussi. Je pense qu'aujourd'hui on est à un tournant. On m'a dit récemment que tous les feux étaient ouverts.
Donc il y a vraiment une volonté pour que ça change. C'est inscrit dans le plan de stratégie du service de la culture. Et puis effectivement, ça fait partie, l'ouverture de l'amphithéâtre fait partie d'un de mes objectifs aussi. Alors ça, c'est un vaste projet qui dépasse le simple musée, mais je pense que... C'est des décisions aussi politiques, mais le fait que vous me disiez que tous les feux soient ouverts, je vous avoue, je vous prends un petit peu au vol, peut-être au dépourvu, mais qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'il y avait des oppositions, notamment de voisins, qui n'étaient pas très contents aussi que ça se fasse, qu'il y ait des animations qui soient faites. Est-ce que là, aujourd'hui, ces oppositions sont levées? Alors, je ne vais pas me prononcer sur cette question-là qui me dépasse encore une fois largement. Je sais qu'il y a énormément de choses qui ont été faites depuis, qu'il y a un dialogue qui est établi, qu'il y a des conventions qui ont été signées, qu'il y a une réflexion qui a été participative, qui a mobilisé énormément de personnes, à la fois des habitantes et des habitants de Nyon, des spécialistes, mais pas que. Et puis, le fait qu'on vous dise que les feux soient ouverts dans un calendrier, c'est quoi un calendrier très proche? Parce qu'on peut parler de toute une ère quand on est dans le musée romain. Alors effectivement, moi j'ai envie de dire 2026 parce que je trouve que c'est une jolie date. Pourquoi pas 2026 ? 2026, bon, il reste encore un petit peu de temps. Il y a du travail. Ça, c'est seulement moi qui m'engage avec cette date. Ouais, 2026, bon, il faudra tenir encore un petit peu, mais par rapport à vos ambitions peut-être plus proches, qu'est-ce que vous aimeriez dans un temps plus proche déjà changer, peut-être immédiatement, ou mettre en place dans un avenir proche? Alors déjà, moi je pense que ce qui est important, c'est qu'on trouve le musée. C'est vrai qu'il est un petit peu caché, l'entrée est un petit peu cachée par rapport au reste de la ville. Donc déjà, travailler sur la signalétique et puis faire en sorte que l'accueil soit une évidence. Plus de signalétique en ville. Et puis réaménagement de l'entrée, des salles, adapter les salles en fonction des nouveaux besoins de médiation aussi. Jordan Anastasov, nouveau conservateur au musée romain, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé finalement votre passion avec nous. Donc, vous êtes à disposition aussi, on pourrait vous voir au musée, il ne faut pas hésiter. Alors il ne faut pas hésiter, je suis au musée, mes collègues sont au musée, donc n'hésitez pas, un musée vivant c'est un musée dans lequel on rentre, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à pousser les portes et puis à noter aussi à la maison le 23 octobre, la nuit des châteaux, le château de Nyon et le château de Coppet notamment, y participent pour cette 3e édition, rendez-vous de 18h à 23h30, au programme visite, bal et escape room dans les cellules du prison. Et elles vous attendent. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.